Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Joanne. Tu es infirmière. Toute petite, j'ai toujours voulu être dans le paramédical. Mes parents étaient dans le médical et le paramédical chacun. Et j'ai un peu baigné dedans comme Obélix, quoi. Hein. Donc c'est ce que je connaissais. Et, ils ne nous ont pas particulièrement encouragés à se diriger vers cette voie-là. J'avais envie d'être utile, d'apporter quelque chose. Après, tu apportes tellement de choses à tout le monde et tu es lumineuse et pourtant ton parcours est très loin d'être facile. Je te remercie particulièrement d'avoir accepté de venir en discuter. Je remercie aussi ton mari. Aujourd'hui, on va parler d'intimité sur cette semaine de la femme et on va parler maternité. Anne-Françoise, je te pose la question cash. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non. Mais comment se fait-ce? Et je suis une maman sans enfant. Tu es une maman sans enfant. Est-ce que tu veux nous raconter ton parcours pour toutes les femmes qui vivent la même chose que toi? On s'est rencontrés un peu tard avec Jérôme et j'avais déjà des problèmes d'ordre de cycle qui n'étaient pas réguliers. On a découvert des syndromes d'ovaires polykystiques. Donc depuis jeune, au fait, depuis que je suis pubère, on m'a toujours dit que ce serait compliqué pour moi d'avoir des enfants. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré mon mari. Très vite, on n'a pas pensé, si tu veux des enfants, ouais, t'en veux, voilà. Voilà. Et donc la réponse était oui, chacun de notre côté. Et donc moi je lui ai dit avant le mariage, voilà, peut-être qu'on aura quelques difficultés. Ah, tu lui as annoncé dès le départ, c'était très clair. Pas le premier jour. Oui, non, pas le premier jour. Non, ça se fait pas, on fait pas ça. Donc on a quand même choisi de se marier et puis très vite donc on a essayé et forcément ça n'a pas fonctionné naturellement. Donc on a été dirigé vers la procréation médicalement assistée. Ouais. Et donc dans l'étape de cette procréation, il y a des diagnostics qui sont posés. Donc moi, on savait. On savait. Voilà. Maintenant, lui donc a passé les tests aussi et il s'est avéré que lui aussi avait quelques problèmes pour... Parce qu'on évalue aussi ces pourcentages. Il faut savoir que tout n'est pas sur la femme non plus. Hein, on fait vraiment les tests des deux côtés. Mais alors dans notre parcours à nous, alors ça c'est mon ressenti à moi, je trouve que le fait qu'on était deux, il n'y avait pas de faute de l'un ou de l'autre. Oui, ça c'est sûr que c'est... Et ça, je pense que ça nous a certainement aidé dans l'acceptation. Donc on s'est lancé dans ce parcours de la procréation médicalement assistée, qui a été compliqué de par mon problème et de par ses problèmes à lui, puisqu'on nous a très vite expliqué que moi, avec un autre homme, la procréation, il n'y aurait pas eu de problème, puisqu'on aurait pu avoir des techniques qui auraient fait qu'on aurait pu préparer mes ovocytes de telle manière que ça fonctionne. Et lui, avec une autre femme, il aurait eu aussi moins de problèmes par la procréation médicalement assistée. C'est terrible parce que quand même ça met... je sais pas, c'est quand même... Moi je trouve que c'est culpabilisant quand même, non? Alors, je pense que le corps médical n'a peut-être pas suffisamment de psychologie pour annoncer certaines choses. Pourtant, je suis infirmière, j'en fais partie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est chouette que tu sois infirmière et que tu nous expliques tout ça. Parce que... Mais je pense que pour l'avoir vécu, il y a des phrases et des mots qui peuvent traumatiser. Si on n'a pas la capacité de prendre le recul. Et puis moi je me suis fait aider. Bien sûr, heureusement. Pour accepter tout ce parcours et ce manque de parentalité. Quand tu parles de procréation assistée, est-ce que c'est ce truc dont on parle où on fait des piqûres pour stimuler les hormones et tout ça, machin? Ah ouais, t'es passée par tout ça. Oui, il faut faire les injections dans le ventre pour provoquer la maturation des ovocytes. D'accord. Puisque moi j'en avais trop, en fait, j'avais trop d'ovocytes, j'avais trop de kystes sur les ovaires. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est comme quand vous invitez du monde à table, vous faites à manger pour 20, et puis chacun ramène quelqu'un. Et puis vous vous retrouvez avec 40 personnes. Donc chacun, au fait, dans son assiette, en a moitié moins. Et donc les gens repartent en ayant faim. Mais c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, au fait. C'est-à-dire que j'ai tellement d'ovocytes, de follicules, que je ne sécrète pas assez d'hormones pour les faire arriver à maturité. D'accord. Donc il a fallu, dans mon cas, aller les chercher au stade embryonnaire, les ovocytes. D'accord. Donc à l'intérieur de l'ovaire, pour les mettre en éprouvette et leur donner suffisamment d'hormones pour qu'elles puissent mûrir. Donc après, il fallait ponctionner. Donc les ponctions, ça se passe sur une demi-journée, donc à la clinique. Et là, moi, on a été jusqu'à des fois ponctionner plus de 20 ovocytes par ovaire.
sans anesthésie, avec juste une petite analgésie locale. Ouais, Ah ouais. j'ai eu des douleurs dans ma vie, mais c'est vrai que la ponction d'ovocytes à ce niveau-là, j'en ai un très mauvais souvenir. Et tu as vécu ça pendant combien de temps? Plusieurs années. Est-ce que après, du coup, tu t'es tournée vers autre chose? Alors oui, très vite, au fait, nous on a été limités parce que j'étais en surpoids. D'accord. Alors, de par mon histoire, parce que bon voilà, je suis depuis petite en surpoids, et puis bon, les hormones m'ont fait aussi grossir. Oui, j'ai entendu, j'avais voilà. entendu ça. Et donc au fait, en France, on nous a dit, ben non, tant que vous ne maigrirez pas, vous ne rentrez plus dans les critères pour pouvoir bénéficier de la procréation médicalement assistée. On est parti en Espagne. Tu as continué ce même truc en Espagne? En fait, un peu différent, parce que l'offre de santé en France, les techniques utilisées en France sont plus développées que ce qu'on pouvait nous proposer en Espagne. Donc en Espagne, on est parti pour un don d'ovocytes. Ah, donc c'était l'ovocyte de quelqu'un d'autre? D'une donneuse. Ok, d'accord. Voilà, d'une donneuse avec le spermatozoïde de mon mari. De mon mari. Ah, ouais. Donc on a fait des tentatives en Espagne, on a réussi à avoir 4 embryons, donc qui ont été transférés en 2 fois. Donc là c'est pareil, il faut faire les traitements quand même en France, parce que même si c'est les ovocytes de quelqu'un d'autre, il faut quand même préparer le corps à recevoir un hypothétique embryon. Donc il y a quand même encore des injections, encore un suivi avec des échographies, etc. Aller à Barcelone plusieurs fois. Ils ne demandent pas de dormir sur place, mais c'est vrai qu'on est tellement dans un contexte de je veux bien faire tout ce qui est possible. Bon, dormir les jambes en l'air, complètement, et tout ça. Complètement. Rester les jambes en l'air après le transfert pour éviter, oui, ça on l'a vécu. Moi je suis même rentrée de Barcelone avec les pieds sur le tableau de bord. La différence que j'ai vécue en Espagne, c'est que au niveau psychologie par contre, c'est différent. Ah. L'accueil des patients est différent. Je suis même revenue avec des photos de ces embryons. D'accord. Donc j'ai des photos de ces bébés-là à la maison. Est-ce qu'il existe en France d'autres moyens que ça pour avoir des bébés? Il y a d'autres techniques. Nous, on avait demandé, quand on est revenu du circuit espagnol, on a demandé est-ce qu'on pouvait bénéficier d'un don d'embryon. Oui. Puisque, bon, comme disait mon gynécologue, la nurserie marche peut-être. Donc voilà. À la nurserie, c'est-à-dire le voilà, fait de pouvoir le voilà, porter. il n'y avait pas de raison que tout ne fonctionne pas. Oui, bien sûr. Donc on est revenu donc sur le circuit français. D'abord, on a refait des tentatives, puisqu'entre-temps, je m'étais fait opérer pour perdre du poids. Donc j'ai bénéficié d'une sleeve qui m'a fait perdre du poids. Et donc, t'étais motivée, hein? Ah, je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui nous conforte dans l'acceptation. Je crois aussi que vous aviez fait une demande d'adoption après. Ouais. Alors c'était un peu pendant, quand on a vu que voilà, rien ne fonctionnait, on a lancé un dossier pour l'adoption. Donc là c'est pareil avec des limites, parce que l'adoption en France d'une pupille de l'État, il y en a très peu pour beaucoup de dossiers. Ouais. Ça se passe dans l'intérieur d'un département, c'est pas un national. L'étranger, c'est pareil. Au fait, chaque pays qui ouvre les droits d'adoption a des critères bien spécifiques qui correspondent à leurs exigences pour leurs enfants. Ça peut aller, par exemple, en Chine, où ils te demandent d'avoir un IMC inférieur à temps. Donc moi, clairement, je ne correspondais pas. Donc je ne pouvais pas prétendre à un enfant chinois. Il y a d'autres pays, ça va être des conditions de ressources. D'autres pays, ça va être, voilà, ça peut aller de tout et n'importe quoi, des choses qu'on ne s'imagine pas en fait. Quel conseil tu donnerais aux mères qui vivent la même chose que ce que tu as vécu? Ne rien regretter, tout faire, mais en restant conscient de ce qu'on est prêt à accepter. Je connaissais les limites de mon mari, je savais jusqu'où il pouvait aller dans le processus et dans son désir d'enfant. Et lui était conscient aussi de mes limites à moi. On voulait des enfants, ce sera toujours un regret. Mais je pense qu'on est allé jusqu'à notre limite. Moi, je peux me regarder dans la glace en disant je ne me suis pas oubliée au passage et je n'ai pas fait les choses de travers. Parce qu'au bout, il y a un enfant qui va grandir et qui va rester. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas être égoïste, au fait. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Avec plaisir.